Écoutez, je m'appelle Pierre Conessa, j'ai fait l'essentiel de ma vie professionnelle dans la haute administration. J'ai enseigné d'abord, puis ensuite j'ai fait différentes fonctions dans l'administration, donc la plus grande partie au ministère de la Défense. Et puis après, les 10 dernières années de ma vie professionnelle, j'ai dirigé une société d'intelligence économique. Et là, j'écris. Voilà. Donc vous avez en bref l'essentiel. L'objet de mon écriture est de comprendre pourquoi la guerre. C'est-à-dire, ça a été l'objet de mon travail au ministère de la Défense. Mais cette capacité des hommes à se taper dessus pour arriver à expliquer au bout du compte que la guerre était inutile et que c'était une catastrophe, si vous voulez, c'est une espèce d'aberration intellectuelle sur laquelle je me penche. Vous savez, des proches disaient une phrase que je cite souvent, ils disaient « l'ennemi est stupide parce qu'il croit que l'ennemi c'est nous, alors qu'en fait l'ennemi c'est lui ». Et là, dans une phrase comme ça, vous avez toute la contradiction des affaires stratégiques. C'est-à-dire qu'on ne se pense jamais soi-même comme ennemi possible, on se pense soi-même comme juste. Et donc il faut construire quelque chose, surtout dans les démocraties. Quand c'est une dictature, c'est pas grave, le dictateur se lève un matin, il décide qu'il va faire la guerre et tout le monde lui dit oui. Mais dans une démocratie, il faut convaincre qu'il faut faire la guerre. Et c'est ça qui m'a intéressé. Donc, voilà, moi évidemment, sur le sujet qui est celui de l'altérité, c'est le processus de fabrication de l'ennemi, c'est-à-dire celui contre lequel on va dire à un moment, il n'y a pas d'autre solution que la violence. Voilà. Donc ce processus-là, qui va aboutir à des aberrations comme la guerre de 14, comme la guerre de 40, comme les guerres de décolonisation, sont évidemment des moments, si vous voulez, qui, encore une fois, que j'ai surtout essayé d'analyser dans le cadre de sociétés démocratiques, c'est-à-dire dans le cadre de sociétés où on peut s'exprimer, on peut critiquer, on peut refuser, etc. Donc voilà un peu le propos de mon... Et je travaille actuellement sur quelque chose qu'on évoquait rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire la victimisation. Aujourd'hui, dans notre société, surtout dans les sociétés démocratiques, on a parcellisation, éclatement du nombre de groupes qui se disent victimes. Et donc c'est là-dessus qu'on reviendra, si vous voulez, parce que c'est un processus sociologique que je trouve particulièrement intéressant. On peut en parler tout de suite, si vous voulez. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'évidemment, il y a ce mouvement venu des États-Unis qui s'appelle le wokisme, et vous savez, qui consiste effectivement, d'une manière ou d'une autre, à interdire dans le propos des choses qui ont été des faits historiques. Et donc, ce mouvement qui consiste en général à se poser en position de victime, et donc à expliquer qu'il faut tout reconstruire, ça m'a intéressé et donc je suis reparti dans le temps long. C'est-à-dire, la victime, paradoxalement, n'apparaît avoir des droits qu'après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ça? Parce que après la première... Bon, alors je passe sur le fait que les massacres ont jalonné toute l'histoire de l'humanité, qu'il y a eu des villes qui ont été rasées, il y a eu des populations qui ont été déportées, il y a eu des millions de gens qui ont été réduits en esclavage. Mais tous ces gens-là n'avaient pas de droit. Ils n'avaient même pas le droit à la parole, ils n'avaient même pas le droit d'exister. Après la Première Guerre mondiale, le héros, c'est encore l'ancien combattant. Parce que la guerre s'est déroulée sur une ligne de front, il n'y a pas de bombardement sur les villes, il y a relativement, évidemment, beaucoup de personnes déplacées, mais ça ne fait rien. Le héros, c'est l'ancien combattant. Après la Seconde Guerre mondiale, le centre de gravité change, parce que la Seconde Guerre mondiale est une guerre dans laquelle il y a eu plus de morts civiles que de morts militaires. C'est la première fois dans l'histoire. Et donc, ces victimes, que ce soit les juifs persécutés par la Shoah, que ce soit les gens qui étaient dans les villes bombardées, par exemple, il y a eu quand même des bombardements, des campagnes de bombardement qui ont été particulièrement meurtrières, les populations déplacées à cause des déplacements de frontières, etc. Tout ça a fait une masse de gens qui ont tout à coup eu à s'exprimer. Ils ont demandé à ce qu'on s'occupe d'eux, ils ont demandé à ce qu'on leur reconnaisse des droits. Et évidemment, c'est la première fois que des victimes ont droit à une compensation, puisque ça va aboutir à la création de l'État d'Israël. C'est-à-dire que les pays qui ont déclenché la guerre ont reconnu aux Juifs le droit à un État, puisque finalement ils avaient tous participé d'une manière ou d'une autre, pas seulement les Allemands, mais tous, dans leur histoire, ont participé à des actes d'antisémitisme, à des pogroms, etc. Donc cette mécanique victime-compensation est un phénomène géopolitique majeur, à mon avis, puisque évidemment, on va avoir en 1947 la création de l'État d'Israël, et immédiatement après, ou presque tout de suite, on va avoir les guerres de décolonisation. Et les guerres de décolonisation, c'est évidemment l'obligation pour l'homme blanc qui sortait vainqueur de la guerre
de reconnaître que justement, il n'était pas si vainqueur que ça et que les valeurs qu'il prétendait d'avoir défendues pendant la guerre étaient en fait celles qui avaient justifié la colonisation. Donc les guerres de décolonisation, qui sont la seconde étape, si vous voulez, où cette fois ce seront les colonisés qui vont faire reconnaître leurs droits, avec un droit à l'indépendance territoriale, le droit à un redécoupage des colonies, etc. etc. Donc c'est ce processus-là qui m'a intéressé. Et donc, vous voyez comment on change de statut, comment le propos idéologique, si vous voulez, est un propos qui imprègne fondamentalement le rapport à l'autre. Alors la dernière étape qui évidemment m'intéresse aussi, c'est la disparition de l'URSS. La disparition de l'URSS, enfin disons le tournant des années 90. Pourquoi? Parce que la disparition de l'URSS, qui était quand même l'acteur qui avait structuré toute la pensée stratégique pendant 70 ans, hein, quand même. Toutes les crises n'étaient pensées qu'à travers le binôme Est-Ouest. Et donc vous étiez gentil si vous étiez par exemple avec les Occidentaux, vous étiez méchant si vous étiez avec les Russes, et inverse, pour les Russes, vous étiez gentil si vous étiez un pays. Et donc ce qualificatif, cette analyse binaire, si vous voulez, était relativement simple. Par contre, à partir du moment où disparaît l'URSS, ben, à ce moment-là, sur les 400 crises qu'il y a sur la planète, il n'y a pas obligatoirement de boussole qui va indiquer. Bon. Ça, c'est le premier point. Et donc, on va voir apparaître, si vous voulez, des gens qui vont venir expliquer que telle crise est importante, telle crise ne l'est pas. C'est là que je connais les gentils et je vais vous dire qui sont les méchants. Et ça, c'est la naissance de ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel. Deuxième aspect, encore une fois dans les années 90, c'est la guerre du Koweït. Pourquoi la guerre du Koweït? Parce que c'est la première guerre post-guerre froide, les Russes s'abstiennent à l'ONU, et donc on va avoir 150 000 hommes qui vont débarquer en Arabie Saoudite pour venir défendre cette grande démocratie qu'est le Koweït. Donc Saddam Hussein, dont vous vous souvenez qu'il était le grand constructeur du socialisme arabe, considéré comme un novateur, etc., devient tout à coup l'ennemi. Donc vous voyez comment on peut changer de catégorie selon le regard. Et encore une fois, l'autre peut être un gentil, puis tout à coup il devient un méchant. L'autre aspect extrêmement intéressant de cette guerre, c'est qu'elle va être la première guerre télévisée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque en France c'était la 5. On avait tous les jours des informations nouvelles. Or, il y avait 6 mois de préavis posés par les Occidentaux pour que Saddam Hussein se retire du Koweït, mais il n'avait pas accepté. Donc au bout de 6 mois, on savait que la guerre allait être déclenchée. Donc toutes les équipes de télévision de la planète sont venues s'installer en Arabie Saoudite, au Koweït, etc. pour filmer, envoyer de l'information. Il n'y avait pas d'information, puisqu'il ne se passait rien. Mais ça fait rien, on avait créé l'idée que la guerre devenait un spectacle en live. Troisième aspect qui était extrêmement intéressant, c'est que la guerre, donc, que tout le monde attendait pendant 6 mois, va durer 120 heures, c'est-à-dire 5 jours. Ça, c'est un gros flop quand même, parce que toutes les caméras étaient là, tout le monde était prêt à filmer, mais en fait, en 5 jours, le Koweït est reconquis, et donc Saddam Hussein se retire, et vous savez que les pays arabes ont demandé que les Occidentaux n'aillent pas plus loin, c'est-à-dire que donc on avait simplement libéré le Koweït. Et cette guerre en 120 heures convainc les Occidentaux que finalement, les armées occidentales sont tellement supérieures à ce qu'on croyait être la 4e armée du monde, qu'on va devenir les gendarmes de la planète. C'est-à-dire que c'est en Occident que va se décider cette boussole qui va dire « Ah, il faut intervenir sur telle crise, il ne faut pas intervenir sur telle autre. Ah oui, là on sait qui sont les gentils, là on sait qui sont les méchants. » Mais vous voyez, on a donc toute cette problématique qui s'inverse, avec cette boussole que constituent ces gens, qui sont composés d'humanitaires, d'intellectuels médiatiques, de penseurs occidentaux qui vont devenir la nouvelle boussole de la planète. Voilà. Bon. Donc j'arrête là-dessus, si vous voulez, mais vous voyez bien qu'il y a une espèce de géopolitique complètement folle qui va s'installer, où on va se retrouver. On a fait une trentaine d'interventions militaires avant le début de la crise en Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que les Occidentaux sont intervenus dans une trentaine de conflits en Afrique, en Extrême-Orient, en Yougoslavie, etc. Mais jamais ces interventions n'ont été considérées comme des actes d'ingérence, puisqu'on était considérés comme le camp du bien. Bon. Alors c'est vrai que les crises étaient compliquées, parce que la crise en Yougoslavie, c'était effectivement, les Serbes étaient des anciens amis de la France, les Croates étaient des anciens amis des Allemands, notamment pendant l'occupation, donc aller retrouver une boussole claire au milieu de tout ça, c'était compliqué. Mais ça fait rien, il n'y avait pas de mauvaise conscience, c'est-à-dire qu'encore une fois, on était convaincus qu'on était le camp du bien et de la justice, et que l'intervention militaire, c'est là qu'on est le plus ridicule, l'intervention militaire devait apporter la solution au problème. On ne se disait pas si la solution militaire était la bonne. On se disait les militaires c'est obéissant, on va envoyer du militaire, etc. Par exemple à Sarajevo, quand la ville est assiégée,
On pensait que l'arrivée de casques bleus français et britanniques allait faire stopper la guerre. Bon, en fait, il y a une cinquantaine de types qui sont morts en Yougoslavie, qui sont morts parce que les conditions dans lesquelles on les a envoyés étaient stupides. On était convaincus après, encore une fois, la guerre du Koweït, que si vous voulez, la simple vision des deux plus puissantes armées européennes, qui étaient la Grande-Bretagne et la France, allait suffire à calmer tout le monde. Bon. Vous savez que malheureusement, ça a duré. Autre épisode très intéressant aussi, et je le fais volontairement en référence à l'Ukraine, c'est que quand les Serbes, qui finalement perdent la guerre, risquent également de perdre le Kosovo, qui était la partie sud du pays dans laquelle la majorité de la population était albanaise, ce qu'on appelait les Kosovars. Ils commencent un massacre avec des déplacements de population. Et qu'est-ce que fait l'Occident? Il décide une campagne de bombardement sur la Serbie. C'est-à-dire que pour libérer le Kosovo, les Occidentaux interviennent, 50 jours de bombardement sur Belgrade. 50 jours de bombardement, ça veut dire que c'est pas rien, et on le fait sans l'avis des Russes. Or, les Serbes sont des Grecs, sont des orthodoxes, d'obéissant au patriarche de Moscou. C'est-à-dire, vous voyez comment on pensait qu'on était les seuls quand du bien. On aurait associé les Russes, ou en tout cas on les aurait tenus informés, on aurait peut-être pu éviter les bombardements, mais toujours est-il qu'à partir de ce moment-là se construit un sentiment d'injustice qui évidemment va être vécu différemment par les Kosovars, par les Serbes, ou par les Russes, ou par nous. Voilà. Donc vous voyez que la méthode est intéressante, parce que si on a un référent historique, on se rend compte que ce qu'on croit inadmissible à un certain moment est devenu admissible dans un autre contexte. Mais enfin, j'arrête là, puisqu'évidemment, je fais référence par là même à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc voilà, c'est un monde dans lequel on n'a pas de... L'autre aspect, si vous voulez, juste que j'attire pour vos auditeurs, c'est que à partir du moment où il n'y a plus cette structuration idéologique qui était l'Est-Ouest, on va voir arriver donc ce dont je vous parlais, c'est-à-dire ce complexe militaro-intellectuel de gens qui viennent vous dire sur les plateaux télé, j'arrive de tel endroit, il y a un massacre, il se passe ci, il se passe ça. Bon. Le débat politique se déplace sur les plateaux télé, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il se déplace aussi par rapport au référentiel électoral, c'est-à-dire que les décideurs occidentaux n'ont plus à intervenir à cause de la gravité de la crise les intéresse moins que ce qui va se passer aux élections suivantes. Et pour savoir si, par exemple, il y a des élections municipales dans 3 mois, eh ben, on va se dire, ah oui, mais si j'envoie des troupes, est-ce que ça me fait gagner des points? Moi, j'ai assisté à des crises dans lesquelles, j'ai assisté à des décisions d'intervention militaire dans lesquelles la crise n'avait aucune importance. Ce qui était décidé entre le pouvoir et les militaires qui étaient par nature obéissants, c'est que le pouvoir se disait, oui, est-ce que je fais ça maintenant, est-ce que je le fais plus tard, est-ce que je gagne des voix aux élections suivantes, etc. Et on le voit bien, en fait, on le voit bien, si vous voulez, dans des crises récentes, où la crise a moins d'importance que ce qui va se dire sur les plateaux télé. Et donc l'autre, on s'en fiche, quoi. Vous pourriez parler de l'altérité, je crois que vous êtes un connaisseur cinématographique, comment elle a été traitée dans le cinéma, l'altérité des cas. On parlait tout à l'heure de l'image que la puissance américaine a fait des Indiens, c'est une contre-vérité totale, si vous voulez en parler un petit peu. C'est-à-dire que, si vous voulez, les guerres vont progressivement se doter des moyens de ce qu'on a appelé la propagande au XXe siècle, mais en fait, il y a toujours eu, si vous voulez, un récit épique de la guerre. Évidemment, le récit étant fait par le vainqueur. Hein. Bon. Simplement, à partir du XXe siècle, avec l'invention des moyens de communication modernes, effectivement, le récit va se diversifier. Alors, pendant la guerre de 14, ce sont en général des récits nationalistes, des films sur les vainqueurs, etc. Mais en fait, celui qui m'a le plus intéressé, si vous voulez, c'est le cas américain. Pourquoi? Parce que le cinéma naît grosso modo au début du XXe siècle, mais à ce moment-là, les conquêtes indiennes sont finies. Bon. Or, le cinéma américain va réussir à raconter, à travers les westerns, qui est un style très caractéristique, ce qui est la marche vers l'ouest, donc en fait l'éviction et l'élimination des tribus indiennes. Et donc Hollywood va tourner 2700 westerns, qui ne sont pas tous consacrés aux Indiens, mais en tout cas qui vont pendant longtemps faire penser, et moi j'étais gosse à cette époque-là, que le gentil c'est le cow-boy et le méchant c'est l'Indien. En plus le méchant il est d'autant plus, l'Indien il est d'autant plus méchant qu'il vit presque nu. Or le code moral américain, qu'on appelait le code ICE, était un code qui interdisait aux cinéastes de filmer par exemple les jambes des femmes. Donc l'indienne, elle, c'est pas grave, c'était une sauvage, donc on pouvait la filmer sortant de l'eau avec les jambes nues, etc. Donc il y a toute la construction, si vous voulez, d'un autre
qui par nature est méchant, qui par nature attaque les caravanes, qui par nature est traite et qui par nature est sauvage. Donc vous avez toute la construction de l'ennemi que le cinéma américain va faire progressivement installer partout sur la planète, parce que les westerns ont circulé partout. Et il faudra, ce qui est intéressant, si vous voulez, si on compare deux types d'approches cinématographiques, c'est que Hollywood a mis environ une vingtaine ou une trentaine d'années de parler des épisodes les moins glorieux de la conquête de l'Ouest. Par exemple, Le Soldat Bleu, ou par exemple des films comme ça, c'est-à-dire des films qui reconnaissaient une légitimité, ou Bronco Apache, sont des films qui reconnaissaient une légitimité aux Indiens, mais on a mis environ 40 ans entre le moment où se passait l'épisode et où Hollywood commençait à considérer, à le traiter. Par exemple, il y a une affaire qui s'appelle la Marche des Larmes, qui est un déplacement des tribus cheyennes de Floride vers le Nebraska, c'est-à-dire vers des régions très froides, où la moitié des mecs sont morts en route, hein, quand même, c'est-à-dire qu'ils étaient partis sans rien emporter. Et Hollywood n'a traité cet épisode peu glorieux que dans les années 60-70. Bon. Donc ce décalage est intéressant parce qu'encore une fois, on était dans une mécanique qui avait son influence culturelle, qui construisait un autre que personne ne connaissait, puisque personne ne connaissait d'Indiens à l'extérieur des États-Unis, et qui fait que ces Indiens n'ont jamais eu véritablement, ou que très tardivement, le droit à la parole. Je prends volontairement un exemple, si vous voulez, qui est assez intéressant sur les guerres de décolonisation. Les Américains donc, ont pris la suite des Français au Vietnam, hein, comme vous le savez, et il y a deux films qui me paraissent intéressants, puisque face confrontés à la lutte de décolonisation, que ce soit les Américains au Vietnam ou les Français en Algérie, la façon dont le cinéma de ces deux pays a traité le sujet est extrêmement intéressante. Quand on regarde la série des films américains sur le Vietnam, tout est centré sur la souffrance du GI. Jamais le Vietnamien on n'y reconnaît jamais la légitimité du combat des Vietnamiens. Quand on regarde les façons dont les films français ont commencé à traiter là aussi tardivement de la guerre d'Algérie, je pense en particulier au film de Vautier qui s'appelait Avoir 20 ans dans les Aurès, ce film traite de la désertion d'un soldat français qui, pour ne pas avoir à exécuter un félaga dans la corvée de bois, va finalement déserter et s'en aller avec lui. Bon. Donc on est sur deux thématiques totalement différentes, puisqu'il y en a une qui reconnaît la légitimité de la guerre de décolonisation, et puis un autre qui, si vous voulez, ne parle que de la souffrance des combattants. Donc vous voyez, ces différences d'approche sont des différences extrêmement intéressantes, parce qu'évidemment, on ne va pas avoir avec l'autre le respect, si vous voulez, minimum. Bon. Quand par exemple Schoendorfer fait le film sur la bataille de Dien Bien Phu, il n'a pas choisi une victoire française, il a choisi une défaite française. C'est-à-dire qu'il va évidemment parler de la souffrance des hommes, mais il va aussi parler de la façon dont ce combat est arrivé et de la façon dont finalement il a été emporté par les Vietnamiens. Donc vous voyez, tout ce rapport à l'autre, notamment dans le cinéma, est un processus idéologique, hein, et qui évidemment fonctionne différemment selon les pays. Est-ce que vous pourriez parler de... c'est assez compliqué, hein, mais qu'est-ce que vous pensez du traitement de la guerre en Ukraine, russo-ukrainienne, et des médias, par exemple, il n'y a aucune, comment on appelle ça, l'Occident n'a rien fait, c'est des anges, le monstre, c'est un dictateur, bien entendu, Poutine, mais c'est diable absolu. Il y a eu des accords de Minsk auparavant, qui n'ont pas été respectés. Tout ce qui est caché du côté de l'Occident, qui a fait quand même le terreau de cette guerre. Et qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique de ce qui se passe en ce moment à propos de... D'abord, une première remarque. Dans beaucoup d'ouvrages de stratégie ou de géopolitique, on part du postulat qu'une démocratie est pacifiste et qu'une dictature est belliciste. Ou en tout cas que les guerres sont toujours provoquées par les dictatures. Ce qui est faux. Il y a des dictatures qui n'ont jamais fait la guerre. La dictature de Salazar au Portugal n'a pas fait la guerre. Ils ont fait la guerre de décolonisation, mais qui leur a été imposée. Et par contre, il y a des démocraties qui ont été bellicistes. Bon, le rapport des Américains à l'Amérique latine, si vous voulez, c'est quand même pas l'égalité des droits. Bon. Donc, même, si vous voulez, toute l'extension vers le Far West et vers le Sud, c'est-à-dire contre les Indiens ou contre les Mexicains, est une guerre de colonisation, et ça, il n'y a pas à en discuter spécialement. Donc, ce postulat qui veut qu'il y ait d'un côté une démocratie qui soit pacifique et de l'autre côté une dictature qui soit belliciste, ne s'est pas vérifié partout, tant s'en faut. Bon. Deuxième chose, évidemment, le cas de la Russie et de l'Ukraine. C'est vrai qu'il faut là aussi essayer de comprendre la position des deux parties, sinon on n'arrive pas à expliquer cette guerre. Qu'est-ce qu'elle a de caractéristique, notamment la position de l'ex-URSS? Donc, l'URSS était une nation impériale,
c'est-à-dire qu'ils héritent des frontières pratiquement dessinées par les conquêtes tsaristes, en Asie centrale, en Europe de l'Ouest, etc. Bon. Mais ils créent une structure fédérale, et cette structure fédérale, ça veut dire des découpages administratifs, dans un pays qui quand même se considère comme l'URSS, et donc il y a des pouvoirs locaux, mais enfin dans l'ensemble tout ça est sous la tutelle de Moscou. Donc, si vous voulez, à l'époque, quand vous étiez citoyen soviétique, si vous étiez ukrainien et que vous mariez avec une russe, ben vous pouviez vivre indifféremment en Russie ou en Ukraine, ou même en Kazakhstan, etc. Bon. Donc, c'est ça qui éclate. Alors, ça éclate en 15 États différents, dont avec la Russie évidemment, mais selon les frontières qui avaient été dessinées par un certain Joseph Staline quand il était commissaire aux nationalités. Et ce type n'avait qu'un seul souci, c'était de ne pas faire d'État homogène pour qu'il y ait toujours un droit d'intervention le jour où il y a des difficultés. Et donc Staline va laisser des découpages qui vont exploser au moment de l'éclatement de l'URSS, mais ces découpages ne créant aucun État homogène. Donc il reste aujourd'hui entre 25 et 30 millions de Russes à l'extérieur de la Russie. Alors il y a évidemment les Russes de la partie du Donbass et du Donetsk, et deuxième caractéristique, cette colonisation russe, puisque cette colonisation était une colonisation de continuité territoriale. C'est-à-dire qu'à la différence de la France et l'Algérie, il ne fallait pas traverser la Méditerranée, ou il ne fallait pas faire toute la route jusqu'en Indochine. Quand ces pays deviennent indépendants, ils deviennent géographiquement indépendants. Tandis qu'avec l'éclatement de la Russie, vous avez des pays qui sont mitoyens de la Russie, où vous avez des minorités russophones. Et c'est le cas des russophones du Donetsk et du Donbass, puisqu'ils sont frontaliers de la Russie. Bon. Donc, quand il y a la révolution de Maïdan, effectivement, et que l'Ukraine proclame véritablement son indépendance, impose l'ukrainien comme langue, etc., tous ces russophones-là, qui sont passés du statut de dominant au statut de minoritaire, ben, ils ont des positions qui sont très très différentes selon les pays. Donc, dans ces pays indépendants, beaucoup vont décider de marquer la différence, c'est-à-dire de montrer qu'ils ne sont plus partie de la Russie. Par exemple, dans les États baltes, je crois que c'est la Lettonie qui impose, si vous voulez, aux anciens citoyens russes de parler parfaitement le letton pour avoir droit à la citoyenneté. Donc le russe n'est plus reconnu comme une langue, si vous voulez, du pays. Donc vous avez un certain nombre de marques comme ça qui font que ces populations russophones, ces populations russes, pardon, se considèrent évidemment comme opprimées, méprisées, etc. Scénario ukrainien, évidemment, c'est le fait que ces populations de l'Est de l'Ukraine vont effectivement se révolter. Il y a quand même une guerre qui se passe là-bas, avant l'intervention des Russes, puisqu'il y a environ 13 000 morts à la frontière. En Ukraine, on est en Ukraine, on ne parle pas à l'extérieur. Mais les accords de Minsk, qui sont prônés par la France et l'Allemagne, vont justement essayer de trouver une solution. Il y en a deux, il y a 2 séries d'accords, qui ne sont pas respectés ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que les Ukrainiens n'ont pas plus respecté, si vous voulez, que les Russes de ces régions-là. Donc, on est dans une guerre où effectivement il y a une intervention militaire russe, ça c'est une évidence, c'est même pas à discuter. Cette intervention militaire, ce qui est intéressant encore une fois, c'est que 90% des experts, les experts c'est-à-dire les gens qui accèdent au plateau télé, c'est pas les autres, bon, pensaient que jamais Poutine n'oserait faire. Bon. Donc déjà, ça vous dit que la notion d'expert est une notion toute relative. Moi, quand on me pose la question à la télé pour me dire qu'est-ce que va faire Poutine, je réponds en général, je suis désolé, je n'ai jamais rencontré, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il va faire. Donc, vous voyez comment progressivement le champ de l'expertise s'est déplacé. C'est-à-dire que si on vous invite sur un plateau télé et qu'on vous dit qu'est-ce que va faire Poutine, vous devez répondre. Si vous répondez que vous ne savez pas, ben, votre statut est dégradé, puisqu'on est meilleur. Donc, on va se retrouver dans cette situation où Poutine... Deuxième aspect, si vous voulez, qu'il faut prendre en compte, c'est que la fin de la guerre froide s'est terminée selon le même scénario que la guerre de 14. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que, après la guerre de 14, on a dit, alors que la France et l'Allemagne avaient la même responsabilité dans le déclenchement de la guerre, je veux dire, on peut le dire maintenant, mais comme l'Allemagne avait perdu la guerre, on a dit l'Allemagne paiera. Et c'est vrai que les destructions s'étaient passées en France, c'est vrai qu'il y avait eu des destructions dans beaucoup de régions hors de l'Allemagne. Donc, la volonté de faire payer les Allemands, ça s'est traduit par un certain nombre d'actes d'humiliation, de ruine, vous vous souvenez que la misère dans l'Allemagne des années 30, etc., qui vont amener Hitler. Bon. La Seconde Guerre mondiale va se terminer grâce aux Américains par le fait qu'on dit mais le vaincu doit être réhabilité et reconstruit. C'est-à-dire que l'aide américaine va permettre de reconstruire l'Allemagne pour éviter d'avoir à jouer un 3e match. Là, on est dans la situation en Russie, après 91, qui est proche de celle de la guerre de 14-18. C'est-à-dire que l'URSS nous a fait tellement peur
que quand tout à coup Gorbatchev décide la fin de l'URSS, que Gorbatchev décide la fin de l'URSS, que Yeltsin devient le président de cette, qui est un ivrogne invétéré, devient chef d'État, on va négocier avec lui comme c'était un type sur qui on pouvait marcher sans difficulté. Bon. Et c'est vrai qu'on a pris des engagements, moi ça m'a été confirmé par des gens qui avaient assisté aux réunions entre Chirac, Kohl et Yeltsin, qu'on n'étendrait pas l'OTAN. Bon, mais enfin l'individu étant un ivrogne, la parole suffisait, enfin bref. Et donc on était dans une espèce de contradiction géopolitique très, très difficile à gérer, parce que tous les anciens pays satellites, Pologne, Roumanie, etc., disaient « mais nous voulons entrer dans l'OTAN ». On a eu 50 ans d'occupation soviétique, évidemment nous voulons la garantie de l'OTAN, c'est-à-dire qu'entre la promesse faite à Yeltsin, jamais écrite, et puis la volonté des pays satellites de vouloir avoir des garanties de sécurité, évidemment, était difficile à gérer. Donc l'OTAN s'est élargie jusqu'aux frontières de la Russie. Et c'est ça la nouveauté, puisque les États baltes, si vous voulez, ont proclamé l'indépendance, et donc tout à coup, on n'était plus dans un OTAN avec un glacis qui était les pays d'Europe de l'Est, mais tout à coup un OTAN qui arrivait aux frontières de la Russie. En termes de politique intérieure, Yeltsin donc va prendre la place de Gorbatchev. Non, oui, Gorbatchev va être remplacé par Yeltsin et Yeltsin va être remplacé par Poutine. Bon. Mais un des premiers opérations de Poutine, ça va être de rétablir l'ordre. Alors ce qui est rigolo, c'est que à qui est-ce que Poutine s'attaque? Ben, il s'attaque aux oligarques, c'est-à-dire les types qui avaient pillé la Russie pendant toute l'époque de Yeltsin. Rappelez-vous le procès de Khodorkovsky, 25 ans, milliardaire. Bon, il faut dire qu'il avait pris le pétrole russe, donc il y a de quoi, ça donne des revenus. Mais quand on a un type qui justement s'attaque à ces gens qui ont pillé leur pays, le moindre des choses c'est de le soutenir. Or, rappelez-vous la campagne qu'on a fait pour défendre Khodorkovsky. Comment? C'est inadmissible, il faut lui garantir un procès, etc. Je veux dire, la moindre des modesties aurait été de dire, bon écoutez, c'est une opération qui est politico-financière. Alors le résultat paradoxal de ce procès de Khodorkovsky, c'est que tous les oligarques se sont dit, oulala, mais ce type il va commencer à s'attaquer à nos avoirs, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous sorti leur argent, ils l'ont mis à Londres, ils l'ont mis à Paris, ils l'ont mis à Monaco, etc. Donc ils sont venus chez nous. Mais évidemment, on n'allait pas poursuivre ces oligarques qui amenaient de l'argent chez nous. Donc, vous voyez les contradictions. Donc on pouvait dénoncer Poutine pour faire le procès de Khodorkovsky, mais puisque ça nous faisait rentrer du pognon et des pourris, hein, parce que ces types sont des pourris, c'est des milliardaires absolument effrayants. Bon. Donc tout cet arrière-fond-là, si vous voulez, qui fait que Poutine, pour la population russe, devient un individu qui commence à faire respecter le pays, qui nous dit dans des conférences, comme par exemple la conférence de Munich qui s'appelle le Wehrkunde, il nous dit faites attention, n'exagérez pas. Mais on se dit, attendez, la Russie, on ne va pas commencer à se préoccuper de ce qui se passe en Russie. Donc l'épisode par exemple du bombardement de Belgrade, encore une fois un pays qui est proche de la Russie, on ne le tient même pas au courant. Bon. Donc si vous voulez, toutes ces séries d'humiliations ont fait qu'à un certain moment, effectivement, il a senti qu'il fallait qu'il gère le problème. Alors il a commencé par se faire les dents sur pour défendre des populations qui étaient plutôt vers la zone sud, Géorgie, Abkhazie, etc. Là c'était tranquille, les Occidentaux, ça ne les concernait pas directement. Mais quand ça va se faire effectivement à la frontière de l'Ukraine, là on entre dans une problématique qui est celle qu'on connaît, qui est beaucoup plus compliquée, puisque on va considérer que ça se passe sur le continent européen et donc on doit faire quelque chose. Ben, vous avez compris un petit peu le documentaire que je veux réaliser. Si vous avez quelque chose d'autre à ajouter, je ne sais pas, ou à dire, qui vous paraît pertinent par rapport à l'altérité dont je vous parlais, le traitement de l'altérité. La manipulation, on va dire, voilà. Ouais, comment on a traité dans l'histoire l'altérité, hein, comment on s'en est servi, par exemple. Comment on l'a appréhendé. En fonction, par exemple, de nos intérêts personnels, géopolitiques, etc. etc. Ben, si vous voulez, le cas le plus riche en exemples, c'est la question de l'antisémitisme. Parce que rappelez-vous, dans l'entre-deux-guerres, on arrivait à accuser les Juifs à la fois de maîtriser le capitalisme américain et de maîtriser la Russie de Staline. Il y avait des images où on voyait des Juifs qui se serraient la main par-dessus l'Europe, avec un type qui avait un chapeau américain étoilé, puis un autre qui était le bonnet russe, si vous voulez. Donc, vous voyez comment on construit une altérité dont l'argumentaire n'a pas besoin d'être logique, il a simplement à être accusatoire. Et donc, beaucoup de ces analyses, si vous voulez, partent d'une espèce d'essentialisme, c'est-à-dire ceux-là ils sont comme ça, ceux-là ils sont comme ça.
Donc, par exemple, là, vous avez des articles en ce moment dans le Monde où on vous explique que la Russie a toujours choisi la guerre. Alors, quand vous regardez l'histoire de la langue de la Russie, vous apercevez que 4 fois de suite, les Russes ont été envahis. Ce n'était pas eux qui étaient venus chercher les envahisseurs. Ils ont été envahis par les Suédois, par les Polonais, par les Français. Et Moscou a été rasé, enfin brûlé, enfin, incendié. Et puis finalement par les Allemands. Bon. D'où, vous comprenez, le complexe ombilical de la Russie, c'est-à-dire, ils n'ont pas l'impression que c'est eux qui ont envahi le reste de la planète. Ils ont un peu l'impression que c'est le reste, notamment venant d'Occident, des menaces qui peuvent réapparaître régulièrement. Ils ont connu également des invasions venues de l'Est, c'est-à-dire ils ont connu les invasions mongoles, ils ont connu effectivement des épisodes comme cela, donc leur souci, vous vous souvenez, pendant longtemps, c'était d'avoir un accès aux mers chaudes. Bon. Mais enfin, tout ça pour dire que la psychologie collective des peuples sur le sentiment de la menace et sur l'altérité est un sentiment qui s'ancre dans l'histoire longue. Regardez le cas des Allemands et des Français. On se fait 3 guerres. 3 guerres. 70, 14, 39. Et après, dans les années 60, 2 hommes d'État, De Gaulle et Adenauer, décident que c'est fini, on arrête le match. On va se réconcilier. Mais vous vous rendez compte de ce que ça représente? C'est-à-dire qu'on peut déconstruire l'ennemi. On peut le déconstruire si on a des hommes d'État qui sont capables de penser, et qui ensuite, qui ont en même temps cette logique, cette légitimité historique, qui fait qu'on ne peut pas les dénigrer. De Gaulle, c'était évidemment le 18 juin 40. Adenauer, il avait fait la guerre dans l'armée danoise contre le nazisme. Donc c'était des hommes qui avaient eu l'intérêt de leur pays, dans une posture, si vous voulez, donc qui faisait qu'on ne pouvait pas les soupçonner d'avoir des attaches, si vous voulez, douteuses. Et vous savez que quand De Gaulle invite Adenauer à Paris pour la première fois, pour commencer à préparer le traité de l'Élysée, il préfère l'inviter à colomber les 2 églises parce qu'il a peur de manifestations d'anciens combattants à Paris. Vous voyez? Donc c'est pour dire combien le processus de la déconstruction de l'altérité est très intéressant, mais encore une fois, ça peut exister. Alors, ce modèle est intéressant parce que il a voulu être pris comment dire, comme une espèce d'exemple dans d'autres pays. Maroc, Algérie, Argentine, Brésil, etc. Mais ça n'a jamais marché ailleurs. Parce qu'il n'y a pas cette dimension, si vous voulez, historique des 2 hommes d'État qui ont fait ça. Mais enfin, en tout cas, un Pakistan, ils ont plusieurs fois tenté la réconciliation, mais on s'aperçoit que ça n'a pas marché. Voilà. Donc, encore une fois, l'altérité suppose une espèce de texture d'homme d'État que l'on ne trouve pas facilement à la surface de la planète.